C'était l'un de ses endroits préférés. La princesse Grace avait elle-même aménagé cette salle de cinéma ici au cœur du palais. Ma mère aimait les belles histoires. Elle ne croyait pas aux contes de fées, mais pour elle, chacun pouvait transformer ses rêves en réalité. Quand j'étais enfant, elle me disait souvent « Fie-toi à ton instinct, rien n'est impossible ». Ma mère est née en 1929 à Philadelphie, la même année qu'une autre légende monégasque. Et s'il y a une belle histoire qui incarne l'instinct et le refus de la fatalité, c'est celle du Grand Prix de Monaco. How long do you have? To tell a story about Monaco is like a long story. Monaco, c'est la petite ville contre le monde entier. Monaco is so special. It's nothing to do with the size. It's glamorous, it's colorful, it's exciting. Everybody's there because it's the party. C'est assez marrant d'être sur ces pistes-là que j'empruntais quand j'étais plus petit en bus pour aller à l'école. Tout le monde veut venir au Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco a failli disparaître, on est toujours là. On n'a jamais refait un nouveau Monaco. Monaco, is very much a part of what defines Formula One. It's the Grand Prix that all the drivers want to win. If you make a slight mistake or error, game over. L'histoire du Grand Prix de Monaco n'est pas une histoire comme les autres. Rien ne destinait mon pays, 2 fois plus petit que Central Park, à accueillir la plus grande des courses de Formule 1. Tout a commencé lorsque les dirigeants du club vélocipédique ont décidé de devenir un automobile club. Ce nouveau club de dimension locale a aussitôt voulu être affilié au prestigieux Automobile Club de France. Mais lorsque le jeune commissaire général Anthony Noguès s'est rendu à Paris, place de la Concorde... Messieurs, bonjour. Monsieur Noguès, nous sommes touchés par une réclamation. Monaco ne fait pas partie de la France. Vous êtes des étrangers. Sa demande a été rejetée. La France est certes notre grande amie, mais nous sommes un État indépendant. Le jeune Automobile Club de Monaco a décidé d'aller plus haut et d'être reconnu au niveau international par l'ancêtre de la FIA. Mais une fois encore, alors que nous pensions avoir rempli toutes les conditions d'admission, ils nous ont dit non. Ils ont prétexté que nous n'avions pas de course sur notre territoire. Non, vous ne pouvez rien faire à Monaco. Vous êtes trop petit. Dans ce genre de situation, soit on baisse la tête et l'on s'en va, soit... Eh bien, écoutez, pour réduire votre objection, je vous informe que dans un an et demi, vous verrez une épreuve à Monaco qui étonnera le monde entier. Et là, silence. Après cette annonce extravagante de mon grand-père, en fait, ces messieurs ne savaient pas s'ils pouvaient prendre ces paroles au sérieux ou si c'était juste celle d'un illuminé. Et lui-même, d'ailleurs, il s'est dit sur le chemin du retour dans le train qu'il était peut-être allé trop loin parce que, évidemment que c'était un coup de bluff. Il n'y avait évidemment pas la place à Monaco, qui fait moins de 2 km², de faire un vrai circuit automobile classique dans les règles de l'art. Et à son retour en principauté, mon grand-père s'est bien gardé d'en parler à qui que ce soit au début. Pour faire le tracé, il avait déterminé quelques critères. Il fallait des axes suffisamment larges. Il a donc immédiatement écarté les ruelles du Rocher. Il fallait qu'il n'y ait pas de maison des 2 côtés de la route. Il fallait aussi faire attention à ne pas enfermer des quartiers d'habitation au milieu du circuit. Et puis, autre difficulté, les rails du tram. Puis aussi les escaliers, un peu partout, d'ailleurs même sur le port, au niveau du virage du bureau de tabac, ils ont dû remplacer l'escalier par un plan incliné.
Sainte-Dévote. Le casino. L'épingle de la gare. Le tunnel. Le virage du bureau de tabac. Le circuit du Grand Prix de Monaco était né. Et juste sur papier. Encore fallait-il organiser la course. Et ça, c'était pas facile de convaincre les autorités locales, de trouver l'argent. Il y a eu 1000 choses. Ils se sont vraiment beaucoup dépensés, mais ils ont pris quand même tous les risques. Ah, il y avait quand même beaucoup de sceptiques à Monaco. En plus, ça allait coûter une fortune de construire ce circuit. L'Automobile Club n'avait pas la surface, l'importance qu'il a aujourd'hui. Et donc, il s'est tourné vers René Léon de la Société des Bains de Mer, la SBM, qui gère d'ailleurs aujourd'hui encore les grands hôtels et surtout le casino de Monte-Carlo. René Léon a tout de suite vu l'intérêt pour la Société des Bains de Mer d'aider l'Automobile Club à réaliser ce Grand Prix, parce que ça permettait de faire venir du monde, d'inviter des clients et de créer un événement en principauté qui aurait rassemblé un peu la jet set de l'époque. Et il a décidé d'aider l'Automobile Club en construisant le circuit. C'est-à-dire qu'en gros, c'est lui qui a fait toute la voirie, l'asphalte, il a fourni les bouts de paille et les sacs de sable. Enfin, en gros, la réalisation du circuit, c'est la SBM qui l'a financé. L'Automobile Club avait franchi tous les obstacles. Il ne restait plus qu'à démarrer ses fauves mécaniques et les lâcher dans les rues de la principauté. Il était trop tard pour reculer. Cette première course dans la cité, qui de toute évidence défiait la raison, serait-elle un succès ou un fiasco? La pression était terrible. La presse internationale était très sceptique. Certains journalistes prophétisaient même qu'à chaque passage, 3 à 4 voitures sauteraient dans le port. « 1929, la belle époque, celle des idées folles. Organiser une course de bolide dans les rues de la principauté de Monaco, en pleine ville, entre la mer et la corniche, une utopie pour beaucoup. Mais un pari réussi par le fondateur Anthony Noguès. C'était pas dangereux, c'était très dangereux. Une Bugatti, ça allait à plus de 200 km/h. Les pilotes étaient assis juste devant un réservoir d'essence de 100 litres. Il était assis sur une bombe. Il y avait à côté de trompe-la-mort. Il savait que s'il touchait, c'était fini. Il pouvait se faire éjecter de la voiture. Les châssis, c'était des échelles avec des moteurs surpuissants et 4 roues. Williams triomphe sur Bugatti. Williams était un Anglais habitant à Monaco et sa voiture donc était bleue. Or, le code sportif international prévoit que les couleurs des voitures doivent correspondre à la nationalité du pilote. Les Français, les voitures sont bleues, les Italiens, elles sont rouges, mais les Anglais, elles sont vertes. Donc le brave Williams a pris un pinceau et il a peint la voiture en vert. Mais tout cela a pris du temps, si bien qu'il n'avait pas eu le temps de reconnaître le circuit. Et la veille du Grand Prix, à 5 heures du matin, quand tout le monde dormait dans la principauté, il a mis en marche sa Bugatti et il a fait une trentaine de tours du circuit pour reconnaître la piste, ce qui n'était pas interdit à l'époque. Et il a gagné. Cette idée folle n'était donc pas si folle que ça.
Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire de grandes choses. Cette première course fut un triomphe. Le Grand Prix de Monaco entra instantanément dans la légende. Mais l'idée était quand même téméraire. Une course dans la cité, sans protection aucune, du public quand même, parce que c'était toujours intéressant à voir passer, et tout, grâce à Dieu, grâce à Sainte-Dévote, s'est déroulé parfaitement. À partir de là, M. Noguès et son staff a pris de l'assurance, et sur le plan international, on a commencé à marquer des points. Alors en 1931, l'AIACR, l'Association internationale des automobiles clubs reconnus, annonce dans ses textes que les grands prix, pour être homologués, doivent se tenir sur un nombre de tours et une durée qui nous paraît totalement invraisemblable. Et l'Automobile Club de Monaco a dit non. Monaco, c'est 100 tours, c'est plus de 2 heures, c'est largement suffisant, nous n'irons pas au-delà, et si vous n'êtes pas d'accord, nous n'inscrivons pas notre épreuve à votre championnat. Et l'association internationale a dit bon, dérogation pour Monaco, d'année en année jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours des dérogations. On est très fiers d'avoir été petits dans cette affaire et quand même on porte quelque part une part d'héritage et c'est là où on est quand même dépositaire d'une tradition, d'une manière de faire, d'une manière d'être, d'une manière de penser que l'on a recueilli, que l'on a essayé de pousser encore plus avant que ce n'était. Avec Louis Chiron en 1931, ce fut la première victoire d'un pilote monégasque. Dans ces années-là, tout restait à faire en matière de compétition automobile. Monaco a donc cherché à innover. Les grilles de départ, par exemple. Elles étaient généralement déterminées par tirage au sort. Monsieur Caracciola, cher ami, j'adresse cette lettre à tous les pilotes. Compte tenu des inconvénients résultant de la désignation par tirage au sort de l'ordre des départs, nous avons décidé d'attribuer les places sur la grille selon les temps enregistrés au cours des essais. Le conducteur ayant effectué le tour le plus rapide sera placé à droite du premier rang. La pole position était née. Le départ de la course reposait désormais sur le mérite et non plus sur la chance. Le chronométrage, qui a pris toute son importance à Monaco en 1933, a changé la face des courses automobiles en prenant comme référence le temps et non plus seulement la vitesse ou le premier qui franchit la ligne. Alors, on se donne la possibilité de se dire qui a fait le temps le plus rapide, qui a eu la pointe de vitesse la plus importante et sur quel segment du circuit. Les autres circuits vont suivre parce qu'on se rend compte que c'est extrêmement excitant, cette course au temps. Pour moi, le Tour Qualif à Monaco vaut tout l'or du monde. C'est vraiment quelque chose d'incroyable en tant que pilote et c'est des sensations qu'on a seulement à Monaco. En termes de challenge pour un pilote, c'est vraiment le plus difficile. On n'a pas le droit à l'erreur, les murs sont très proches. Et voilà, il y a vraiment une sensation particulière. C'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. On a eu des arrivées avec un drapeau monégasque, rouge et blanc. On a eu des arrivées avec un drapeau rouge, noir une année. Et finalement, on a décidé, peut-être en regardant ce qui se passait aux États-Unis à Indianapolis, d'utiliser un drapeau noir et blanc. Tout le monde ensuite a utilisé le drapeau à damier pour signifier la fin d'une course.
I remember when I passed the finish line the first time I won here and saw the checkered flag, I went on the radio to the McLaren team manager and said, can you confirm I've won the Grand Prix? Because you get mesmerized by this race. And to win this Grand Prix was a realization of a racing dream. Voir le drapeau Adami à Monaco, c'est un sentiment assez spécial, c'est un peu une libération. Et parce que Monaco, on sait qu'il peut se passer énormément de choses. Le rugissement des compresseurs est infernal. L'envolée des incroyables voitures allemandes qui s'élancent groupées constitue un sommet qui ne pourra jamais être égalé. Les spectateurs se tiennent les tympans, le bruit est insoutenable. Du Cap d'Aille à Cap Martin, on croit à une véritable explosion, à tel point que les autorités s'inquiètent. 3 voitures allemandes terminent sur le podium. La course dans la cité fut interrompue pendant 11 longues années, jusqu'en 1948. C'est en 1950 que fut créé le championnat du monde de Formule 1. Et cette année-là, le grand coureur argentin Juan Manuel Fangio s'illustra par sa science de la course en évitant de justesse le plus gros carambolage de l'histoire. Fangio, qui était habitué à ce que le public le regarde, s'est aperçu qu'on ne le regardait pas, mais qu'on regardait en amont. Il s'est dit, tiens, il doit se passer quelque chose. Il a levé le pied et il s'est préparé à aborder ce virage avec une concentration différente. Il y avait une dizaine de pilotes pris dans ce carambolage et ils pataugeaient littéralement dans l'essence. Et l'un d'eux a même raconté que Fangio, quand il est arrivé, est passé au ralenti, mais le problème c'est qu'il donnait d'énormes coups d'accélérateur pour ne pas caler son moteur. Et son pot s'est transformé en véritable chalumeau. Ils étaient tous absolument pétrifiés, y compris Fangio d'ailleurs, qui lui a vu un spectateur se lancer sur la piste pour donner un coup de main, sauf qu'il a jeté sa cigarette. Et Fangio raconte qu'il a enfoncé sa tête dans les épaules en regardant le mégot tomber dans l'essence. Mais heureusement, le mégot s'est éteint. Il ne devait pas y avoir les vapeurs sur la flaque. Il devait y avoir un petit peu d'air et il est passé à côté des vapeurs. En fait, c'est les vapeurs d'essence qui s'enflamment. Fenêtre sur cour, la main au collet, Grace Kelly était au sommet du 7e art à Hollywood. Ma mère a traversé l'océan Atlantique pour épouser mon père, le prince régnier, et devenir la princesse Grace de Monaco. Lequel de nous tous aura été le premier à apercevoir le chapeau, l'immense chapeau? Lequel aura réussi à suivre la longue et fine silhouette à travers l'opération difficile du transbordement? Lequel aura vu le prince saisissant la main offerte
Qu'importe. Voici exactement l'image que nous voulons garder dans nos mémoires. Elle aura signifié l'essentiel. Ces images m'émouvront toujours. C'était un nouvel acte dans l'histoire du Grand Prix. Le podium des vainqueurs allait changer de dimension et prendre des allures de tapis rouge. Super people come to Monaco, all the superstars, particularly at the time of Princess Grace, because of her being a very successful movie actress. She had connections with all the best people. Everybody came. The Beatles came. The Rolling Stones came. Rod Stewart came. Elizabeth Taylor I had come as my guest one year. En 1965, j'avais 7 ans. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé ce qu'était une course. Le bruit, l'odeur, c'était pour moi une révélation. Here we are. Look out! That's Graham Hill, the leader, going down the escape route at the chicane. Bob Anderson. You can't make mistakes in Monaco, and the chicane is the only place you can make a mistake usually and get off with it. Jackie Stewart, who took over the lead, spun and he dropped back in the pack. That left the two Ferraris. Graham Hill is going after Surtees right now. Headed down along this short straight and into the Mirabeau turn. He's trying to take him. Hill's got him. Graham Hill has moved into second place as they go around the railroad station hairpin. And Graham came back through the field. Looks like he's making his move now again at the Mirabeau turn. He's got him. He's got Bandit. Graham Hill has taken the lead. That was one of Graham Hill's best races. So Graham won 5 times in Monaco, but he did it because he had a huge amount of experience there. He was overdriving when he shot past the chicane, but he learned by that and he never did it again. Monaco, c'est aussi une petite ville conviviale, avec des bars sur le circuit, comme celui de Rosie. There's Roses. Rosie! Oh, she must be asleep. Anyway, I haven't got time for that, so we steam up the top here. Now the car gets very light. Graham Hill, il était tellement connu, tout le monde l'adorait. On avait un jeu de fléchettes à l'époque et il gagnait à chaque fois. Il payait sa tournée, mais alors, attention, il disait, il payait aux Anglais. C'était pour les Britanniques, les autres qui se débrouillent. Mais c'était fait avec une telle sympathie. Tous les pilotes de Formule 1, on les a rencontrés. Tous. Mais dans les années 60, les Graham Hill et tout, c'était la fête. Il y avait des parties de cartes, je me souviens, à l'hôtel de Paris, à la salle Empire.
jusqu'à 1h du matin la veille d'un Grand Prix de Formule 1. Il jouait aux cartes et chaque fois le perdant payait la tournée à tout le monde. J'ai vu la porte de l'hôtel de Paris qui tourne avec des pilotes qui faisaient le concours de celui qui sortait le plus vite en courant sans toucher la porte. Graham Hill arrivait à sortir à travers la porte 3 fois de suite. Il avait une dose de whisky ou de je sais pas quoi assez importante, mais le lendemain, il gagnait le Grand Prix. « 3 km 340. Monaco est le plus court et le plus lent des circuits de la saison. Et pourtant, pour la plupart des pilotes, c'est de loin le plus éprouvant. Lorenzo Bandini was what I would call a typical glamorous Italian man. And the tunnel, you know, why is the sun night, the sun more. Very, that's good. Oh, the tunnel. Yeah, going into the tunnel, you can't see anywhere. Sun and night, and then. Bandini, c'était un pilote de Formule 1 adulé par les Italiens, qui était d'ailleurs assez brillant, qui était un peu sous pression parce que, bon, il n'était pas champion du monde, il fallait absolument qu'il ait des résultats. For second place, Lorenzo Bandini, and Holm is now led for the past 24 laps. That's almost getting close to 50 miles. Bandini commençait à zigzaguer un peu, donc on sentait de la fatigue. Now Bandini. Bandini crashed. Good Lord, look at that. The car, it looks like it's upside down, Phil. Tremendous fire. This is gasoline, remember, they use in these automobiles. Terrible fire, and that is one of the other cars going through. The race is continuing. There's somebody coming out. There are firemen stationed around the course here. Driving through when the car was there in flames, we knew it was Lorenzo because he was missing in the lap chart. He was missing in the cars going round the circuit. À l'époque, il faut dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'on n'avait pas de moyens à proprement parler. On se rendait compte qu'on retournait encore les voitures en lançant une espèce de grappin. Ils pouvaient atterrir Dieu sait où. Et avec ça, on tirait une corde et on retournait la voiture. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 extincteurs de 9 kilos et un de 25 kilos, mais pratiquement près de la jetée, c'est-à-dire à 150 mètres du lieu de l'accident. That accident was probably one of the nastiest. Ça a été horrible, il n'y a pas d'autre mot. Le pauvre homme, on l'a tiré au sol comme on a pu, et c'est le commandant Bagaglia, qui commandait les pompiers, qui a fini d'éteindre les dernières flammes de sa combinaison avec sa propre veste en cuir, comme avaient les pompiers à l'époque. Voilà. Bandini est brûlé au visage, aux 2 bras, aux 2 jambes, au thorax. Il souffre d'une plaie ouverte, mais surtout, il a respiré des vapeurs d'essence brûlées, et en ce moment, il est à l'hôpital de Monaco, où les médecins espèrent encore le sauver. Je le vois toujours avec, on l'avait mis des bandages et tout, il était brûlé au visage, épouvantable. Et je le voyais avec les bras, avec les pansements et tout, crier « Fuoco, fuoco, fuoco ». On lui disait « Mais c'est fini, monsieur Bandini, il n'y a plus le feu ». Il était toujours dans sa voiture avec la vision du feu. Le lendemain, il est décédé avec sa femme quand on le lui a annoncé. Elle était enceinte et on y a appris. On ne peut pas le sauver. Malheureusement, les brûlures étaient trop importantes, c'était dramatique. In those days, the sport was considerably more dangerous.
If you were a Grand Prix driver, the chances were that 1 out of 3 of us were going to die. Mon père, le prince Régnier, a demandé à ce que toutes les mesures soient prises pour améliorer la sécurité. C'est ce qui a donné lieu, entre autres, à la création du corps des commissaires. Tout ce qui a guidé mon action, assez longtemps, c'est l'accident de Bandini. Il fallait faire quelque chose. Partant de là, à quoi pouvait-on penser? C'était d'amener des gens utiles sur une piste, capables de savoir ce qu'ils avaient à faire. C'est une petite armée. Ils sont répartis en commandos. C'est une notion militaire avec des grades. Il y a un chef, il y a des adjoints, il y a des aspirants et il y a des hommes du rang. C'est un peu, on va pas dire une scène de guerre, mais il faut être très très prudent. La projection d'un véhicule sur des rails, si on a un pied ou une main sur le rail, on se fait couper le pied ou la main. On a une réputation d'être les meilleurs du monde. Ça fait plaisir, mais il faut le mériter. Il faut l'entretenir. C'est-à-dire que nous avons rendu obligatoire les stages de formation. C'est ça, et ta main ici. Allez, poussez, en avant. Allez les gars. Chaque année, au printemps, mon pays se transforme. Le montage du circuit prend environ 8 semaines. Et c'est exceptionnel qu'on fasse rouler des voitures de course sur une chaussée urbaine. Et de fait, on refait chaque année un tiers du circuit, pratiquement. Ça veut dire que tous les 3 ans, on a un circuit refait à neuf. Personne n'imagine la complexité de l'organisation d'un Grand Prix aujourd'hui, de partir de zéro et d'être en ordre le jeudi matin pour les premiers essais. C'est très extraordinaire. Donc chaque année, en montant et en démontant, on dit « Ah, et ça, si on le montait différemment ?» Ce qui nous permet, bien sûr, d'évoluer presque inconsciemment. En cas de gros accident d'un véhicule, pour évacuer ce véhicule, nous avons affaire à des grues. Là aussi, Monaco, précurseur, premier Grand Prix, a installé des grues de part et d'autre de la piste. Nous, on a été vraiment tellement surpris par moments de voir comment ils arrivent à dégager une voiture en 1 tour, 2 tours. Et c'est un exemple pour tous les autres Grands Prix. Because of the constraints of where it's located, although I must say the facilities have got better over the years, the facilities are pretty compact. We have fairly constrained garages. All the mechanics are working on top of each other. When you're stood in the garage, you're having to watch where you stand because there's very little space. It's a very difficult environment, from what they're used to, because in a normal circuit, everything's very well laid out and lots of space. Monaco, the fans are in your face all the time. When you face up to that challenge, and you do it better than anyone else, you're going to win. A lot of people, it's not really interesting about car. It's interesting for the party, for what happened to Monaco, you know? When the people see in television Monaco, it's amazing, no? All the girls in the boat, 80-meter boat, 90-meter boat, under 20-meter boat. It's a dream, you know? Les années 80 ont ouvert une période de duels magnifiques, sur la piste et en dehors. C'est ici qu'Ayrton Senna s'est révélé aux yeux du monde entier. En 1984, le prodige brésilien n'avait pas encore une voiture programmée pour gagner. Numéro 4, je rappelle, les 19 n'ont jamais participé. Il pleuvait énormément et sous le tunnel, c'était absolument sec. Alors les pilotes ont réfléchi. Ils se sont dit, il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut au moins que ce soit mouillé. Et on a envoyé les pompiers à l'intérieur du tunnel pour arroser et avoir une piste à peu près constante de l'entrée jusqu'à la sortie. Il y avait Prost avec la McLaren et Alain, il faisait la pole à Monaco, alors que Ayrton Senna, lui, était un jeune
comme il mène avec une voiture de deuxième zone, hein, la Tollman, et il partait en 7e ligne. Ayrton a fait une course exceptionnelle, une démonstration, parce qu'il a doublé 12 voitures devant lui. À des endroits où on nous dit que voilà, c'est impossible de doubler. Every time that it rained in Formula One, everybody was, yeah, so Ayrton is gonna win. And obviously, his first debut here in Monaco in '84, it was pouring rain, and he did a fantastic job, overtaking so many good drivers, champions. And I think he would have won the race if they hadn't stopped it earlier. La direction de course avait décidé, avec Jackie Hicks aux manettes, qu'on arrêtait la course, qu'elle n'allait pas pouvoir être relancée parce que les prévisions météo étaient encore pires. C'est vrai qu'il pleuvait de plus en plus, ça devenait inroulable. Et c'est vrai que je fais un signe un tour avant. Moi, je n'ai même pas vu qu'il levait le doigt, donc c'est encore plus simple. À un moment donné, j'ai estimé que cette piste n'était plus praticable et j'ai arrêté la course. Et je pense que j'ai bien fait. La course aurait duré 10 tours de plus, je pense pas que je l'aurais gagné. Non, ça c'est certain. Le Grand Prix de Monaco paraît incontournable, inébranlable. Et pourtant, il a failli disparaître à plusieurs reprises. D'abord par l'évolution des voitures. Dans les années 80, il faut savoir que le monde du sport automobile et de la Formule 1 en particulier a dit Monaco, c'est terminé. Les voitures aujourd'hui vont beaucoup trop vite. Les premières turbos arrivent, elles sont très larges. Il y a trop de puissance, ça devient ridicule de faire une course en ville. Et puis on s'est aperçu que non seulement Monaco n'était pas fini, mais que tout le monde a voulu des grands prix en ville. Le Grand Prix de Monaco est une épreuve du championnat du monde de Formule 1. Et disons que les relations entre l'Automobile Club et les grands patrons de la F1 n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y avait des guerres d'intérêt, il y a des guerres d'argent. Combien paye un Grand Prix? Pourquoi Monaco paie plus? Pourquoi Monaco paie moins? Il y a eu des sources de conflits avec un président de la Fédération française, Jean-Marie Balestre. Il avait quand même toute la FIA en main, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun problème sur le plan politique pour faire voter quelque décision que ce fût. Et Monaco était en bordure d'exclusion. Balestre avait une idée géniale que la FIA s'emparerait des droits de télévision. On me touchait au portefeuille, c'est le seul endroit où il ne faut pas nous toucher. Et là, ça a très mal viré. Voilà. Jean-Marie Balestre, président de la Fédération, veut un peu asseoir son autorité, mais il est quand même un peu téléguidé par Ecclestone, parce que Monaco était le seul Grand Prix à l'époque qui possédait encore les droits de retransmission télévisuelle. Or, les droits de télé, c'était devenu vraiment la manne financière du modèle économique de la F1, qui était sous contrôle d'Ecclestone. Et finalement, c'est le patron de Philip Morris Europe, Alain Buzzi, qui a sifflé la fin de la récréation, parce que, pour tous les sponsors, la F1 sans Monaco, c'était juste impensable. Il avait donné ordre aux gardes de sécurité de l'immeuble de la Philip Morris International de fermer les portes et vous ne laissez pas sortir ces messieurs jusqu'à quand un accord a été trouvé. Je crois que M. Buzzi avait fait à l'époque un chèque de 60 millions de francs. Voilà, c'était tout. Et il avait gagné parce qu'il avait encaissé ces 60 millions. Nous, on ne les avait pas sortis de notre poche, donc on n'était pas honteux pour autant. Et ça a vite été réglé. Hein. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Le sport pouvait reprendre ses droits. Et le champagne a aussi coulé à flot pour la première victoire d'Ayrton Senna en 87. He had this joke to throw champagne, water, anything, you know, like it's a fun that we have in the family. And he decided to shower the prince and the princess, and so it was crazy. The next year, he got a letter saying that he couldn't, if he won, he couldn't, you know, shower the champagne on anyone, you know, in the podium.
In 88, here in Monaco, he felt like he was above his concentration level, and he was just lapping. Et là, il explique qu'il est sorti de sa voiture. Il était un peu en transe, si on appelle ça comme ça. Et il a regardé sa voiture rouler sur le circuit. He was in a different dimension, really. And then when he tried to go back, that's when he hit the car. Ayrton Senna ne gagnera pas. Ayrton Senna ne gagnera pas. He was really pissed off because it would have been a very great win for him. Avec 55 secondes d'avance, Ayrton Senna a usé ses pneus jusqu'à la corde. And then he went directly to his house. He used to live here. And it was funny because he didn't have the key, obviously, because he was, in his racing overalls. And then his maid, which is a Portuguese woman, she's like fantastic. She was like, someone hit, knocking on the door. And then he's like, who is that? And then suddenly she opens the door and says, what are you doing here? So it was a funny story, yeah. Parmi les grands pilotes qui ont marqué l'histoire du Grand Prix, le Kaiser, Michael Schumacher. Alors Schumacher sur la F1, il a quand même laissé une empreinte assez exceptionnelle en termes de palmarès, entre autres. Donc à Monaco, c'est 5 victoires. Comme j'étais patron de Ferrari, il y avait une attente particulière à Monaco. On sait très bien que gagner à Monaco, c'est différent. C'est plus gratifiant que gagner un autre Grand Prix de Formule 1. Et ça, c'est la légende qui a entretenu ceci. Alors en 2006, aux qualifications, Michael, il fait la pole à 3-4 minutes de la fin. Il sait qu'Alonso est derrière lui et malheureusement, Michael a un mauvais réflexe. Il se loupe volontairement, semble-t-il, au freinage de la rascasse. Mais en attendant, ça veut dire drapeau jaune et la séance est bouclée. Donc ça a vraiment fait scandale. C'est pas correct. Quelqu'un qui est 7 ans champion du monde, c'est un spectacle vraiment qu'on ne veut pas voir dans la Formule 1. Et j'espère que la fédération fait quelque chose. Was very incorrect, because Michael done the time and after stop the car. He's not stop the car, he's parking the car in the rascasse. Malheureusement, ça s'était mal terminé dans la mesure où il avait été disqualifié de cette pole et parti de la dernière ligne. Et c'est peut-être ce qui nous a coûté le championnat du monde en 2006. Dans le Grand Prix de Monaco en 2008, c'était le début de ma grossesse pour avoir notre petit garçon. Et je suis dans les stands Red Bull. Et j'ai des écouteurs pour écouter la conversation entre David et son ingénieur. Et puis j'ai un écran de télévision face à moi qui retransmet la course en direct. Et subitement, sur l'écran de télévision, on voit une roue libre qui se promène sur le circuit. David? David? Are you okay? David ne répond pas. Alors ce qui a peut-être été des secondes, pour moi, a duré de longues minutes. David? Je me suis tournée vers les ingénieurs pour qu'ils me disent ce qui se passait. Et ils ont détourné le regard parce qu'ils ne pouvaient pas me rassurer puisqu'ils n'avaient pas de nouvelles de David. Et ce jour-là, ça a été vraiment quelque chose de très particulier. The team knew that it was me that had crashed, and Karen was in the pits at that time. And then, of course, uncertainty is the worst thing in life. And I think they spoke to me on the radio, but I was already out of the car, as far as I recall. So, yeah, I think it gave her a little bit of a scare.
En 2010, il y a un bras de fer entre Ecclestone et l'ACM. La position de Monaco, le Grand Prix le plus prestigieux, le Grand Prix incontournable, a priori indéboulonnable au calendrier parce qu'il y a une telle demande. Et donc Ecclestone n'était jamais vraiment en position de force. Il a exprimé le fait qu'il pourrait se passer de Monaco à l'avenir. I don't remember saying that, but I probably did. In fact, I'm sure I did, because we were talking about finance. C'est à l'anglaise. Hein. C'est au moment difficile quand il y a les renouvellements de contrats. Et Boeri dit, moi je pourrais me passer de la F1. Monaco pourrait se passer de la F1. Ben oui, par exemple, avec la Formule Indy, l'IndyCar, la Formule 1 américaine. C'était du niveau, je peux me passer de Monaco. L'IndyCar, on n'en avait rien à foutre. Ça faisait partie du jeu pour intoxiquer l'autre. Hein. Okay. Non, mais un IndyCar à Monaco, ça ne tient pas la route. Je veux dire, sur un plan sportif, c'est dans ce sens-là que je dis, on n'avait rien à foutre. Parce que les gens d'IndyCar y ont cru. Et se sont manifestés. Ce qui était très bien, ce qui m'a permis de dire à notre ami, IndyCar, c'est les Américains, c'est l'avenir. Toi, tu es british, tu me fais rire. Voilà. Les coups de poker font partie de la vie politique du sport et évidemment du sport automobile et encore plus de la Formule 1 qui est au sommet du sport automobile. I think they knew we couldn't do without Monaco, and I knew we couldn't do without Monaco. But I wanted to get a few more dollars if I could. I can't imagine Formula One without Monaco. I can say that quite happily now, because I'm not having to negotiate a contract with them. Actually, what I did say to the Prince in the first place, that we could race and would race in Monaco without any payment. But please don't try. Les pilotes non plus ne pourraient manifestement pas faire sans Monaco. Un grand nombre d'entre eux vit en principauté. Plusieurs ont même grandi ici. For me, it's so special. It's my home. It's my home, and it's the most legendary motor race in the world. I grew up on these streets here, and Senna was driving, Schumacher was driving, Häkkinen was driving, and then suddenly I'm dominating this place, like, unbelievable. Les pilotes veulent gagner Monaco parce que c'est pas tant la performance de la voiture que la précision du pilote. Et c'est pour ça qu'ils veulent gagner ici, pour montrer à quel point ce sont de très bons pilotes. At the Monaco track, you don't have time to relax. There is no other place in the world where you need a level of focus, level of concentration, able to challenge this track in a perfect way. If you make a slight mistake or error, game over. C'est le seul endroit où on est comme dans un stade. C'est le seul endroit où on est proche des gens, où on voit les gens. Je me rappelle en tout cas être dans le public quand j'étais plus petit en regardant mes premiers Grands Prix. Et voilà, j'avais la chair de poule à chaque fois qu'il y avait une Formule 1 qui passait, en rêvant un jour d'être sur la grille pour prendre mon premier Grand Prix. Et voilà, ce jour-là est arrivé. It's not just the challenge, it's the history. And in many ways, Monaco is Formula One. Alfred Hitchcock confia un jour à ma mère, la princesse Grace, son secret. Il faut savoir filmer des scènes de meurtre comme des scènes d'amour,
et des scènes d'amour comme des scènes de meurtre. L'art du contraste. Le Grand Prix de Monaco, c'est une scène de course sauvage dans un environnement sophistiqué. Des fauves lâchés en pleine ville, voilà sans doute ce qui explique la magie de ce Grand Prix unique au monde. Le Grand Prix de Monaco, la légende continue. Dans un an et demi, vous verrez à Monaco une épreuve importante qui étonnera le monde entier.